Peut-être le top maintenant, peut-être un peu plus haut. On en reparlera un peu après. Mais je pense que 21h05, ce sont les retardataires nous rejoindront. Donc on va commencer US, un classique. US, donc la dernière fois qu'on avait vu, c'était le 17, on était autour de 5800 sur les ATH. C'était plutôt tranquille. On a eu un pullback un peu profond, pas profond, dire profond par rapport à la période, avec justement ce pullback qu'on a eu dans les derniers jours, qui nous a fait passer de 5008 à 5007. Ah, attendez, juste une seconde. Le chat qui voulait sortir, on va éviter de l'enfermer. Donc oui, on a eu un léger pullback parce qu'effectivement, on a eu une incertitude. Donc plus on se rapprochait des élections présidentielles, plus l'incertitude régnait sur les marchés. Typiquement, on avait une politique de Trump et une politique de Kamala Harris qui était assez différente, à savoir que l'une voulait augmenter les impôts, l'un voulait les baisser, grosso merdo. La politique fiscale, on va dire, sur le fait d'augmenter de la dette ou pas du pays, clairement, je pense que les deux se rejoignaient. D'ailleurs, on a vu un peu les forecasts. Celle de Trump restait quand même beaucoup plus agressif en termes d'impression monétaire, dans le sens où on avait une Kamala Harris, je retrouve l'année, mais on avait une Kamala Harris qui projetait un PIB, une dette sur PIB autour de 142, il me semble. Et là, les estimations pour Trump, on est plus autour des 150. Donc ça, c'est sûr, de toute façon, ça va être un sujet sur les 10 prochaines années, tout le temps remis sur la table, que ce soit du côté États-Unis que du côté français. C'est le poids de la dette de notre économie. Forcément, depuis le Covid, même avant le Covid, on avait toujours une dette sur PIB qui faisait que monter. Le Covid a accéléré les choses. Maintenant, on se retrouve sur des niveaux records en termes de dette sur PIB, au PIB. Donc, clairement, de toute façon, la politique pas de Biden pour le coup, de Trump est beaucoup plus ouverte, on va dire pro-business et politique monétaire assez agressive, qui fait que forcément, pour les marchés financiers, s'il fallait choisir un des deux candidats, on le voit sous la réaction du marché depuis ça fait 2 jours maintenant qu'il a été élu. Donc la réaction s'est pas fait attendre. On a eu un Roland extrêmement violent à la hausse, à savoir qu'on vient d'enchaîner, on vient de faire 4,5% en 3 jours. Les cryptos, on en reparlera après, mais vous le savez comme moi, qu'ils ont été extrêmement volatiles, volatilité haussière avec des nouveaux ATH sur le BTC. Mais voilà, il y a eu une certaine incertitude, on va dire, entre le live maintenant et le live à l'époque et à ce moment-là qu'on se parle, qui a été complètement, on va dire, balayé, dans le sens où on s'attendait potentiellement une victoire de Kamala Harris, une victoire de Trump en soi, c'était pas vraiment la question, c'était plutôt la question de est-ce que ça va être très serré, et si c'est très serré, est-ce qu'on va se retrouver pendant des semaines avec justement un peu une incompréhension du public, dans le sens où on sait pas trop qui a gagné, est-ce qu'il y a eu de la triche ou pas, parce qu'on passe à 0,1% sur un État par rapport à un autre. Donc c'est toujours les risques qu'il peut avoir justement dans la démocratie américaine, historiquement, par exemple, je crois que dans les années 2000, avec Clinton et quelqu'un d'autre, ça avait duré pendant des mois et des mois, un peu une incertitude pour savoir en fait qui prend la tête du pays. Là, ça a été extrêmement rapide dans le sens où il n'y avait pas d'hésitation, il n'y a pas de ok peut-être state ou pas. C'était une victoire écrasante du parti républicain. Donc ça, les marchés, ils aiment bien dans le sens où il n'y a plus d'incertitude, on sait ce qui va se passer, on sait qu'il n'y aura plus de problème. Maintenant, on passe à la prochaine chose. Et donc forcément, résultat, Trump étant pro-business, on sait un peu les politiques qu'il veut faire. Côté marché financier classique, on sait qu'il va baisser les impôts. Forcément, ça pousse l'économie américaine, les marchés financiers vers le haut. Parce que qui dit moins d'impôts dit plus de recettes. Et qui dit plus de recettes dit de meilleures marges, de meilleures une expansion des multiples de valorisation des boîtes et donc un marché haussier au niveau des actions. Et sur les cryptos, forcément, Trump s'est montré quand même très pro-crypto. Son gouvernement autour de lui, J.D. Vance, et même ses sénateurs qui sont vraiment de son côté, sont vraiment beaucoup crypto. On a eu aussi forcément la news sur construire la réserve de Bitcoin aux États-Unis. Bon, ça, j'attends encore de voir que ça passe. Mais forcément, en tout cas, ça donne énormément d'espoir à un secteur qui était, on va dire, sous le feu des projecteurs. On va dire que clairement, pendant que les démocrates sur
le règne sous la présidence de Biden avec Gary Slender qui était beaucoup plus attiré sur toute l'innovation autour des cryptos, que c'était extrêmement dur de sortir les ETF, BTC, enfin ils ont dû clairement se battre. Là, clairement, on sent qu'avec Trump, on va avoir une grosse dérégulation à ce niveau-là, et dérégulation sur les cryptos, et aussi une grosse dérégulation sur les banques. On ira voir quelques actions bancaires qui ont réellement explosé, parce qu'effectivement, on sait ce que on sait pas exactement ce que va faire Trump, mais on sait la volonté qu'il a sur certaines politiques, et les marchés n'attendent que ça et récompensent justement l'élection par seulement projeter de la croissance vers le haut et du coup fait une bougie vertigineuse là en 3 jours sur les marchés financiers, hein. Je crois que c'est la plus forte hausse depuis, je crois que l'époque 2022, peut-être cette journée-là, enfin je sais pas, 2021, 2022, on avait fait pareil des journées records, mais c'est clairement le marché se félicite de cette nouvelle présidence qui va sûrement annoncer de très beaux jours sur les marchés financiers américains. Donc on ira voir aussi un peu ça, que je le fais un peu moins souvent. Marché européen qui est un peu plus boring pour moi. Et en fait, la réalité, c'est qu'on va regarder les performances entre les deux actifs, ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc le S&P 500 ATH extrêmement violemment. Il y a absolument, enfin, on est en price discovery, donc on peut pas dire que on peut pas commenter sur les extensions de où on peut aller. Typiquement, historiquement, pour faire un peu des niveaux de valorisation, il me semble que le S&P, j'aime bien remettre cette charte-là pour remettre un peu dans le contexte. Donc on est sur un niveau de valorisation entre 23 fois les forward earnings. Donc les forward earnings, c'est les profits de l'année prochaine. Donc on prend le prix à l'heure actuelle, on le divise par les estimations des profits de l'année prochaine, on obtient 23. 23, c'est assez élevé. Historiquement, c'est très élevé par rapport à la moyenne là, on a depuis 1985, donc ça va faire à peu près 40 ans. On a eu quelques périodes où on était largement au-dessus des 20. Effectivement, on se rappelle de l'année, un peu de la bulle de l'année 2000. Et là, on commence à aller flirter sur ces niveaux-là, dans le sens où on a même tapé les 25 fois les forward earnings, qui se situent autour des 7000. Donc, effectivement, ça nous laisse une idée. 7000, c'est encore très loin, hein. Ça nous laisse encore 20% de marge. Mais surtout, il me semble qu'en year to date, on est quand même extrêmement là où la S&P en moyenne il fait 11%. Je crois qu'on est sur une performance year to date assez stratosphérique. Il me semble que c'est ici. Donc le year to date des US, Japan, US, on est sur une montée de 25%. Je ne sais pas si c'est encore local currency, year to date, et novembre 26. Voilà. On est quand même sur une hausse de plus de 25%. Donc ça reste forcément une très bonne année. Difficile d'imaginer encore 20% à la fin de l'année, hein. Mais on peut estimer clairement qu'on est sur un des meilleurs crus en termes de croissance. Et c'est normal dans le sens où on est passé d'une économie qui avait énormément d'inflation. On se rappelle, vu le top de 2022, énormément d'inflation qui a forcé la Fed à monter ses taux, à ralentir l'économie. D'ailleurs, on a le pullback, un gros pullback, parce qu'on passe des taux d'intérêt qui étaient, on peut le voir sur les taux 20 ans, on passe sur des taux 20 ans qui étaient autour de 1% à 5%. Donc forcément, mathématiquement, tout le pricing qui se fait sur les obligations et sur les actions, c'est en fonction des taux d'intérêt. Donc on passe de taux d'intérêt de 1 à 5, forcément ça appuie extrêmement fort sur la croissance, mais aussi sur le prix des actifs. On a eu le droit à un pullback de 25%. Cependant, là où historiquement, on peut le voir, hein, je l'ai pas mis ici, je peux stock selection, il me semble qu'elle est là. Là où historiquement, on a cette période, donc ça je pense que vous vous rappelez, hein, le spread. On a eu une période où effectivement, on a eu donc, je me rappelle, hein, quand les taux, ça c'est un spread, donc c'est le 10 ans moins le 2 ans américain. Donc quand c'est en négatif, ça veut dire typiquement que le taux 10 ans sont inférieurs au taux 2 ans. Donc les taux à court terme sont au-dessus des taux à long terme. Pourquoi? C'est parce que typiquement la Fed a monté les taux, donc elle freine l'économie. Donc on a été pendant une période où l'économie a voulu être freinée par la Fed, ce qui a été le cas, hein. On avait passé de 4 à 5 de croissance à plus à 2 ou 3 à l'heure actuelle, ce qui a permis aussi de passer de 8% d'inflation à 2, je crois qu'on est autour de 2,5-3. Maintenant, là où historiquement ça a emmené une récession, parce qu'à chaque fois on freinait, historiquement, je veux dire la plupart du temps, on va dire que pour le coup, pour à chaque fois qu'on
sauf en 90, c'était pas forcément le cas. Mais les 2 dernières fois où on est passé au négatif puis on remontait, ça a entraîné une récession. Mais pour l'instant, je veux dire, il n'y a aucun, quand on regarde, on va passer en détail hein, les différents indicateurs économiques, que ce soit l'emploi, que ce soit les ISM, que ce soit le PIB. Pour l'instant, on a en fait typiquement deux choix qui étaient plutôt trois choix. La Fed ralentit l'économie parce qu'on avait trop d'inflation, qui engendre souvent historiquement des données hard landing. Donc l'économie en fait ralentit trop, elle se casse, le nombre de sans emploi explose à la hausse et forcément la croissance du PIB devient négative. Là, à l'heure actuelle, on a le scénario soft landing, dans le sens où on ralentit l'économie, il y a encore de la croissance et le marché de l'emploi marche encore plutôt pas mal. Ce qui permet justement de maintenir une croissance du PIB. Et typiquement, c'est ce que le marché maintenant anticipe totalement. On est totalement sur un marché de soft landing. Le marché commence à comprendre que, ok, en fait, là où on anticipait il y a encore quelques mois, je me rappelle, hein, les grosses discussions qu'on avait ici, c'est récession hors notre récession, donc les marchés étaient un peu frileux. Ils ne le sont absolument plus du tout maintenant. On est totalement sur un pricing de soft landing, en plus avec Trump au pouvoir, qui va permettre de déréguler l'économie et avoir encore plus de croissance potentielle, surtout sur des secteurs comme le bancaire. Ce qui fait que, typiquement, ça crée des all-time high et ça crée des anticipations très fortes à la hausse. Donc le marché anticipe toujours des croissances encore plus fortes sur le long terme. Maintenant, la question, c'est effectivement, dans 6, 1 ou 2 ans, enfin, c'est pour 6 mois, 1 an ou 2 ans, est-ce que cette croissance sera là pour baquer, en fait, forcément, si on monte, pour montrer, hein, si on monte sur ces niveaux-là de 25 fois les forward earnings, c'est typiquement parce qu'on anticipe, le marché veut bien payer 25 fois les bénéfices futurs parce qu'on anticipe une super croissance, des super marges et une économie, du coup, qui est vraiment en boom économique. Donc pour moi, on se dirige vers ces zones-là, hein. Donc les 7000 qui sont les 25 fois les bénéfices futurs. La question maintenant qu'on sera à ce moment-là, c'est est-ce que l'économie grossit assez pour justement être valorisée à ce prix-là. Donc on le voit hein, sur les grosses techs. À l'heure actuelle, pour l'instant, la croissance des revenus sont essentiellement sur les grosses techs. C'est-à-dire que les 7 actions, il me semble que 90% de la croissance du marché américain, je ne parle pas en termes de prix, hein, je te parle une croissance de chiffre d'affaires, elle vient essentiellement d'une dizaine de boîtes. Vous imaginez bien les boîtes technologiques. Donc, la question, c'est est-ce que ça va permettre à terme de se répandre justement dans toutes les autres boîtes. Ça, c'est la grande question. Parce que est-ce qu'on peut avoir réellement un marché qui va taper des niveaux records avec seulement 5 boîtes? Historiquement, ça s'est toujours, on va dire, mal passé. On se repense à la bulle des 2000. Grosse concentration de valorisation dans des boîtes tech. Elle déçoit en termes de croissance, en termes de profit. Ça s'écroule. On arrive exactement dans ce schéma-là. Grosse croissance anticipée sur les boîtes de technologiques. Inflation contrôlée, croissance du PIB super forte. Si justement la croissance de ces techs-là déçoit, ça peut être extrêmement mal barré. Je pense que pour moi, quand même, la bulle des 2000 était quand même assez facilement spotted dans le sens où les boîtes technologiques faisaient avaient une grosse croissance, mais elles étaient valorisées extrêmement hautes. On va dire que, je sais pas, IBM, etc., montaient 10 fois alors que ses profits se doublaient seulement. Là, on a du Nvidia, on a des boîtes qui sont valorisées extrêmement fort, mais qui sont capables d'avoir une croissance fulgurante une croissance des chiffres d'affaires réellement fulgurante, des vrais chiffres d'affaires, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 2000. Maintenant, effectivement, on pourrait se trouver qu'on peut aussi prendre le parti à l'époque aussi, ils avaient une grosse croissance, c'est juste que ça n'a pas suffi et ça a déçu un moment. Est-ce qu'on va avoir justement ce relan de cette croissance va décevoir? C'est possible. C'est totalement possible. Pour moi, je n'y crois pas. Il faut juste prendre son pari et après s'en tenir au plan. Maintenant, est-ce que forcément l'économie n'a aucun risque? On a eu les chiffres de l'emploi, il me semble, aujourd'hui. C'est encore en dessous des attentes, qui ont été largement en dessous. On estimait 223. On estimait combien sur celui-là? On estimait 223 200 emplois. On a 221 000. Donc on a encore un marché de l'emploi qui reste quand même relativement fort, hein, pour le mettre. Unemployed. Donc on a relativement un marché de l'emploi qui reste quand même extrêmement fort.
Maintenant, je l'ai toujours dit, souvent le marché de l'emploi, il va que dans une seule direction. Il a toujours une tendance baissière. Donc ça, c'est vraiment l'économie, elle boom, hein. Et une tendance haussière qui est une fois qu'on a fait le plus bas en termes d'emploi, c'est difficile d'aller encore plus bas. Donc, je veux dire, à la fin, les marchés financiers sont des cycles, hein. Donc, il y a un cycle en bas, un cycle en haut. C'est juste effectivement depuis les quelques mois et même avec le Covid, on a un peu dérégulé ces cycles-là parce que l'injection monétaire, hein, tout simplement, plus la croissance des boîtes de tech qui poussent les marchés vers le haut, mais aussi une grosse part d'injection monétaire sur l'économie qui permet justement de maintenir un taux d'emploi nettement supérieur à ce qu'on aurait eu sans cette injection monétaire. Je veux dire, il y a quelques mois, on avait un taux d'emploi à 3,5 et on avait une dette sur le PIB de 6%. Donc on s'endettait de 6% de notre PIB alors qu'on avait un nombre de sans-emploi de 3,5. On s'endette énormément pour booster une économie qui est en ralenti et qui a un nombre de sans-emploi extrêmement faible. Là, à l'heure actuelle, on a une injection monétaire très forte. En plus, vous l'avez vu, hein, on a une baisse de taux de 0,5 il y a quelques mois, il y a un mois ou deux. Et là encore, on a un 0,25 de baisse de taux. Alors qu'en fait, souvent une baisse de taux se fait quand on voit que l'économie ralentit assez, on se met à baisser les taux. Là, la réalité, c'est qu'on se met à rajouter de l'huile sur le feu d'une économie qui va encore extrêmement bien. Donc, faut pas s'étonner après que le prix des actifs monte. Je veux dire, on est sur des ATH après avoir fait plus de 25%, on est encore en train de couper les taux directeurs de la Banque centrale, encore et encore. J'ai pas suivi tout le discours de Powell, mais il faudra voir aussi justement les attentes futures de est-ce qu'on baisse encore 2 ou 3 fois les taux avant la fin de l'année prochaine, comment ça se passe? Ce sera forcément des grosses questions qui seront posées. Et donc voilà, donc à la fin, on a une économie américaine qui se porte extrêmement bien, une croissance du PIB qui se porte extrêmement bien, un marché de l'emploi qui est encore en très bonne santé, avec une Fed qui baisse les taux. Donc forcément, je veux dire, avec en plus un combo avec Trump qui va justement permettre de pump les marchés, hein, parce que typiquement c'est un pro business, enfin il est vraiment juste là pour faire pousser l'économie américaine à fond. Donc derrière forcément le marché déroule, hein. Et justement c'est pour ça que pour moi, dans les 4 années qui viendront, j'ai peu de doute qu'on puisse justement, on peut aller taper les 25 fois les forward earnings, parce que pour moi il n'y a pas de red flag vraiment qui me saute aux yeux. Le seul réellement red flag, c'est l'inflation. L'inflation commence à avoir, on a eu du mal, il me semble, je sais pas si on l'a. Hop, PCE Core, donc c'est ah oui non, il faut le changement, il faut aller vite. Là, il veut bien se mettre. Non, on va pas prendre celui-là. On va prendre donc on a une inflation qui se résorbe assez fortement. On a le corps aussi, il me semble, qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Si je ne m'abuse, le PCE corps. Et lui, justement, montrait des signes de OK, la baisse s'est arrêtée, on est autour de 2,7. Donc c'est l'inflation sans les trucs volatiles qui sont essentiellement énergétiques. Et on peut voir que justement cette pousse sauf l'énergie, on se maintient sur un palier de 2,5 de 7, là où forcément le corps on est de 4. Mais donc voilà, donc on a une inflation qui se maintient autour des 2,5 avec une baisse de taux qui se fait maintenant, qui s'accélère. On a fait 0,5, là on fait 0,25. Et forcément, on a un marché obligataire qui sait que, l'inflation n'est pas tout le temps totalement résorbée. L'inflation américaine, l'économie américaine commence à réaccélérer à la hausse en termes de PIB potentiel. Et ce qui nous fait que, j'ai la courbe, et pas là. Typiquement, ça c'est les obligations de long terme américaines. Et on le voit, ça. Le trait où j'ai mis, c'est là où la Fed a commencé sa politique de baisse de taux. Donc ils ont fait comme première remarque 0,5% de baisse de taux. Et depuis,
hein, ce qui est énorme, hein, mais on a récupéré, allez, 0,8%. On était passé de 4, 3,9, allez, 4%. On est passé de 4 à 4,8 presque sur les taux d'intérêt long terme, juste après la baisse de taux. Donc, pourquoi forcément, hein, quand on a un effet d'augmentation des taux long terme, on a aussi un effet monétaire qui est de... Pourquoi j'ai pas tous les graphes là? On a eu un effet de... C'était quoi? C'était le 16 septembre. 16 septembre, hop. Voilà. On a eu un bottom sur les taux longs et on a eu un bottom sur le dollar. Parce qu'en fait, typiquement, les marchés ont compris un truc. L'économie américaine, l'inflation n'est pas tout le temps totalement résorbée et en plus, on se met quand même à baisser les taux. L'US, l'économie américaine, court quand même sur un PIB, une potentiel de croissance du PIB autour de 3%, hein, ce qui est extrêmement élevé en termes de prospects. Et en plus, on a un Trump qui arrive au pouvoir, un Trump qui va arriver au pouvoir. Trump ou Harris, dans tous les cas, allait injecter énormément dans l'économie en termes de politique monétaire, hein, de dette sur PIB. Donc tout ça, en fait, ça mettait quand même un peu une grosse peur sur les obligations, hein, parce que tout ça, c'est inflationniste. Hein. Ces réformes-là font créer de l'inflation. Donc les marchés obligataires se sont mis à rebondir fortement. Et forcément, il y a un moment où si les prix des obligations montent trop fortement, il y a un moment où le marché action va casser. Comme je vous dis, on ne peut pas avoir un marché action qui fait des ATH sur ATH si on a des obligations long terme qui va se taper des 5,5-6%. Hein. Parce que typiquement, ça veut dire qu'on emprunte, que vous empruntez à 6% et que vous avez une croissance de 3%. Vous voyez qu'il y a un petit souci. Le prix de l'obligation va juste vous bouffe totalement. Votre capacité à emprunter, à investir, et donc forcément, ça, plus personne n'a envie d'investir, donc plus de croissance, donc le prix de l'obligation vont chuter après. Enfin, le taux de rendement de l'obligation. Donc bref, je veux dire, pour conclure, on va dire la partie américaine. J'ai pas fait l'US 100, mais l'US 100 c'est pareil. On est passé forcément où ils ont accéléré au niveau de la tech. On a enfin fait des attaches. On avait un petit retard entre la tech et le S&P 500. Maintenant, on va dire que là où le S&P 500 faisait encore des ATH, la tech avait un peu de mal. Là, les deux l'ont fait. Je vais virer un peu. Voilà. Ce qui fait que du coup, maintenant, on a un marché financier en feu, avec une Fed qui baisse les taux et un Trump qui arrive au pouvoir, qui va en faire en plus injecter potentiellement, qui va déréguler le marché, certains secteurs du marché, baisser les impôts et en plus injecter de l'argent. Donc, je veux dire, les marchés, pour l'instant, n'ont qu'une direction et dire c'est un peu la lune. Maintenant, ça peut pas continuer à être vita aeternam, ça ne sera pas en ligne droite, il y aura forcément des pullbacks. La question maintenant, c'est est-ce que l'économie réelle, hein, je vous parle, donc les gens qui consomment, vont pouvoir se maintenir un taux de consommation aussi fort, pour pouvoir pousser à la hausse la croissance des boîtes. Ça, c'est autre chose. Ça, ce sera une autre discussion. Mais pour l'instant, il y a tous les feux verts, on va dire macroéconomiques, qui fait que les marchés américains montent très fortement. Là où potentiellement, on pourra passer les marchés français ou européens en manière générale sont extrêmement faibles. Ils sont j'ai même pas le terme. C'est absolument catastrophique en termes de rendement quand on compare les US et l'Europe. Hein. Je vous mets ça, on va les mettre tous les deux en euros. Donc là, on a un marché. Je mets un peu début 2024. Voilà. 2024, on a un S&P qui fait 28%, avec une France qui fait 0,6%. Donc il y a effectivement pas les dividendes, donc ça doit être peut-être un chouïa plus haut. Mais on le voit vraiment, la fracture. On a une fracture parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on a une croissance européenne qui va tourner autour de 0 à 0,5% dans les prochaines années. C'est les projections, comparé à une projection américaine qui va grossir à 2 à 3%. Alors même que les membres de l'Union européenne s'endettaient pour stimuler la croissance. Donc, peut-être pas l'Allemagne, eux ils ont une politique vraiment un peu différente, mais que ce soit l'Angleterre ou nous, la France, on s'endette énormément pour stimuler la croissance, on n'en aura pas. Là où les Américains sont endettés énormément pour stimuler la croissance, et eux, pour l'instant, le marché et les chiffres montent,
ils n'ont aucun problème à générer de la croissance dans les prochaines années. Et la dernière fois, il me semble, le PIB, je ne sais pas si on a eu les chiffres la dernière fois, peut-être que ça date un peu plus loin. PIB, voilà, le PIB français, on est tout autour de 0,4. Et le PIB américain, voilà, le PIB américain était de 2,8. Je veux dire, et en plus, le marché estimait 3%, nous 0,3. Enfin, vous voyez, on a un PIB 10 fois inférieur de l'Amérique aux États-Unis. Donc, c'est sans surprise qu'on a une fracture entre les marchés, entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Et j'ai envie de dire, c'est un peu l'image comme au marché américain. On a les entreprises qui fonctionnent extrêmement bien et on a les entreprises qui ne fonctionnent pas, avec forcément les GAFAM qui raquent absolument tous les gains sur les marchés et 80% des autres actions qui ne performent pas, qui ne performent pas de fou. Et donc là, on a même cette fracture au niveau mondial avec des économies qui fonctionnent, enfin des marchés financiers, enfin non, des économies, parce qu'à la fin, les marchés financiers sont le reflet quand même un minimum de l'économie. On a une fracture totale entre deux pays. Donc on ne va pas aller sur le pourquoi du comment cette fracture, je pense que ça prend tout un détail, mais on a un pays américain soudé pro-business, on a une Europe divisée qui n'est pas pro-business. Donc à partir de là, c'est forcément, ça se reflète depuis historiquement. Historiquement, on a toujours moins performé, mais là où on suivait à peu près les États-Unis depuis le Covid, on est complètement délaissé à l'heure actuelle. Et on a une performance de 76% du CAC sans les dividendes, encore une fois. Mais on est au double sur les États-Unis. Donc, je veux dire, c'est winners takes all. Et c'est clairement les Américains qui se gavent. Donc, voilà un peu pour la partie américaine. Je ne sais pas si vous avez des questions ou autres. Je vais parler un peu des Chinois, des compagnies chinoises. Et après, on passe au crypto, si vous voulez. N'hésitez pas, soit écrire directement dans le live chat, c'est mieux, je préfère, pas mieux lire. Sinon, d'ailleurs, comment vois-tu le futur président de la Fed avec les présidentielles? Effectivement, on sait que Trump a quand même dit que Powell risque, il va pas dégager Powell. Je ne sais pas si ça a été dit, mais je crois que ça a été sous-entendu. Powell, pour moi, le Powell ne va pas virer. Powell va rester en pouvoir jusqu'à la fin de son mandat, qui se finit en 2026, si je ne dis pas. Je pense pas qu'il va demander à continuer, mais je pense pas dans tous les cas que Trump acceptera qu'il continue, parce qu'à la fin, c'est forcément le président américain qui choisit le président de la Fed. C'est un peu bizarre dans le sens où le président de la Fed est censé être une institution privée, mais c'est le président américain qui choisit. Maintenant, après 2026, il va clairement mettre un de ses amis, je crois que c'est une de ses amies, pour avoir un contrôle total, forcément, avec le Fed qui est totalement, on va dire, main dans la main avec le pays, main dans la main avec le gouvernement. Donc ça, c'est sûr que je veux dire, c'est pro-business, mais c'est forcément, c'est pas du deal initié, mais on peut avoir un peu des risques, hein, parce que si on a un pays qui contrôle totalement, un gouvernement qui contrôle totalement sa banque centrale, on a eu des économies qui se sont effondrées. Je me rappelle, c'est pas né, hein, mais la République de Weimar, l'Allemagne, avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, c'était le gouvernement qui imprimait comme il voulait parce qu'ils avaient le contrôle de leur banque. C'est parti, ça a fait l'hyperinflation et ça a détruit la monnaie. Donc, c'est pour ça qu'il y a des risques obligataires, c'est pour ça que les taux d'obligation montent aussi, parce que on sent quand même que les économistes, les gouvernements à l'heure actuelle ne pensent absolument pas à leur politique fiscale sur le long terme. On pense toujours court terme à stimuler l'économie, mais il y a un moment où forcément, au niveau long terme, ce n'est pas sustainable de maintenir et de grossir la dette sur PIB du pays. Trump qui veut continuer les affaires avec Poutine, donc les BRICS en feu. Non, je pense que après voilà, faut voir entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Hein. C'est toujours potentiellement un peu une différence. Mais pour ma part, je vois quand même Trump un peu régler le conflit Ukraine-Russie, enfin, faire tout pour justement dire désengager les deux pays. Pareil au niveau de Israël et la Palestine. La réalité, c'est que tous les gouvernements autour de lui, à chaque fois, on était dans une guerre. Il n'y a que pendant le mandat de Trump, on n'a pas eu de guerre. Bon, ça peut être de la RNG, enfin ça peut être de la chance, dans le sens où forcément, des fois, il y a des mandats de 4 ans où il ne se passe rien, enfin, il n'y a pas de danger géopolitique, et pas de chance, ça peut être pendant ton mandat à toi. Donc là, pas de chance. Et pour le coup,
Après, Trump, quand même, même si le personnage paraît quand même assez agressif, a réglé les conflits diplomatiquement, au moins d'une main de maître, d'une main de fer plutôt, et pas à vouloir justement étendre ces conflits-là, parce que le gouvernement de Trump faisait avec, en donnant énormément d'armes à droite, à gauche. Mais ça, c'est pareil, c'est des supputations, on n'en sait rien. Il faudra voir dans les prochains jours, prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer. Mais pour moi, il est complètement pro-business. Il va augmenter potentiellement les taxes sur tout ce qui est dehors du pays. Donc, les importations, l'Europe, on va sûrement se taper des taxes en plus pour faire du commerce aux États-Unis. Et je crois que c'est aussi une de ses volontés. C'est aussi pour ça que l'Europe performe mal sur les marchés. Forcément, si tu sais que tu fais aux États-Unis va être taxé encore plus, bah forcément, la marge sera plus faible et tes gains seront plus faibles. Ça aussi. Mais je veux dire, c'est clairement la mentalité winner takes all. Il veut clairement que les US soient au top économique mondial, que ce soit dans les marchés financiers, technologiques, industriels ou autres. Et il va tout faire pour faire ça. Donc forcément, ça va mettre en péril les autres pays autour. Ça, je veux dire, les Américains pensent avant tout, surtout Trump, à leur propre économie. Hein. Et on va pas les blâmer là-dessus. Du coup, voilà. Euh, niveau Chine, on a eu pas mal de volatilité. Donc ça, je me rappelle, ça avait été discuté longtemps. Bon, c'était plus JD et Baba qu'on parlait d'acheter. Tous les achats qui avaient été faits à l'époque, ces zones-là, pour résumer, hein, j'avais pris la moitié, en tout cas moins de mes profits à ces niveaux-là. Et surtout sur JD. Le but était de racheter sur pullback, sur cette zone-là, hein, au niveau des 35, 34. On les a effleurés le dernier jour. J'ai pas pu rentrer dedans. À voir si on aura quand même ce pullback ou pas. C'est des zones de prix qui m'ont intéressé. Sinon, si on continue, on vise l'extension, hein, que la zone où il y a eu beaucoup de volume qui a été traité. Gros niveau de résistance. Donc, c'est là où ça va m'intéresser de prendre, on va dire, la fin de mes profits du côté de la Chine. Et pour l'instant, ils ont parlé beaucoup de choses sur le bazooka politique, enfin économique de la Chine. Pour l'instant, dans les chiffres, ça se montre pas forcément. Donc, c'est toujours pareil, la Chine promet beaucoup de choses. Elle délivre pas forcément directement. Ça, faudra voir. Et je reste quand même sur mes positions que j'avais prises sur ces marchés-là. Allégé et je renforce si on fait des pullbacks un peu plus profonds. À peu près toute la même tronche, hein, le FXI et le large cap, donc c'est beaucoup JD, c'est beaucoup Baba. Donc voilà. Non, pas les cryptos, je suis pas sûr que ça va vous intéresser beaucoup les cryptos. Il se passe pas forcément grand chose. Je veux dire, tous les jours on a fait des attaches depuis le début de l'année, hein, donc on est un peu blasé. Je rigole, pas du tout. Ça fait depuis pas mal de temps. Depuis pas mal de temps. On a quand même, on s'est tapé quand même quoi, 6 mois, je pense, de un bon range des familles, alors qu'on avait placé les attaches assez rapidement en début de l'année. On s'est tapé 3, 6, bien 6, 7 mois à être bloqué entre 72 à 50 dans un range baissier qui était imbuvable. Je sais pas si vous avez tradé ou pas dedans. Moi pas, et heureusement parce que j'aurais sûrement perdu beaucoup dedans. C'était horrible. Et on a un peu justement cette délivrance, à savoir des ATH. Hein, on fait à l'heure actuelle 76,4 76 000 dollars sur justement la nouvelle de Trump au pouvoir. Hein, parce qu'on a, je dis, hein, on passe d'un gouvernement qui était un peu contre, qui n'était pas anti-crypto, mais en tout cas qui tendait pas la main, à un gouvernement pro-crypto, forcément a poussé l'innovation dans ce secteur-là. En plus, il y a déjà des nouvelles où ils commencent à pousser des lois pour pouvoir permettre aux banques de détenir officiellement des actifs, pour pouvoir au gouvernement, forcément les rumeurs de reserve currency, donc la réserve nationale de Bitcoin pour les États-Unis, qui va se construire. Alors ça, c'est pareil, ce serait une énorme news si c'est le cas. En tout cas, je n'achète pas du BTC en pensant à ça, parce que c'est très hypothétique. Il faudra voir effectivement si ça se met en place. Mais je crois que leur plan, c'est acheter 200 000 bitcoins par an pendant 4 ans, ou 200 ou 250 000 bitcoins, ce qui reviendrait à 1 million de bitcoins détenus par les États-Unis à la fin du mandat de Trump.
200 000 bitcoins par an, c'est quand même extrêmement élevé. Je crois que ça serait, ça remonterait, prix actuel, s'ils pouvaient acheter 1 million de bitcoins au prix actuel, ça reviendrait à 76 milliards dépensés, si je dis pas de conneries. Je réfléchis, 76 000 pour 1 million, ouais c'est ça, 76 milliards, ce qui paraît pas énorme pour un gouvernement, mais il faut savoir que t'achètes autant une partie aussi grosse du supply, hein. Donc on rappelle, et je crois qu'il y a que 5 ou 6 millions de bitcoin qui est tradé sur les marchés tous les jours. Donc si tu achètes 1% de ce volume-là, et en plus le marché sait que tu achètes, faut bien s'attendre que le marché, que le prix que tu vas acheter va sûrement évoluer nettement à la hausse par rapport au moment où tu commences à DCA et le moment où tu as fini ton DCA. Mais donc forcément, c'est des idées, c'est des news qui font extrêmement plaisir parce que le potentiel haussier des cryptos et le fait que si les États-Unis se mettent à faire un plan de OK, on a une réserve d'or parce que même si effectivement l'argent, le dollar est défendu, c'est de l'argent maintenant c'est de la dette, mais quand même ils backent une partie de cette dette avec du pétrole, avec de l'or, comme les réserves des banques centrales. Et comment ils ont des réserves stratégiques d'or, des réserves stratégiques de pétrole. Ils veulent potentiellement justement créer cette réserve stratégique de Bitcoin pour backer le dollar sur le Bitcoin. Donc ce serait forcément une nouvelle de fou parce que typiquement si les États-Unis le font, d'autres pays seront obligés de le faire parce que tout le monde n'a pas envie d'avoir leur monnaie. En fait, la monnaie des États-Unis, enfin la monnaie du monde, c'est le dollar. Donc, tu es obligé de contrôler que ta monnaie, qu'elle suit à peu près le dollar. Si elle est trop faible par rapport au dollar, ta monnaie va être complètement écrasée par le dollar et elle va finir par valoir plus grand-chose. Donc ça, c'était l'Argentine, c'est les pays où effectivement, où la livre turque, ces pays avec forcément une grosse inflation qui a détruit leur monnaie et donc versus le dollar, elle est devenue ridicule. C'est le cas à l'heure actuelle un peu avec l'euro-dollar où on a une faiblesse justement de l'euro-dollar depuis pas mal de temps maintenant. Et si en plus on additionne un risque de les États-Unis souhaitent backer leur dollar sur du Bitcoin, forcément les autres pays seront obligés de suivre parce que déjà ça veut dire que le marché maintenant va pricer le Bitcoin comme justement une réserve de valeur. Même si c'est déjà à peu près le cas, ce sera si le gouvernement américain le fait, ça envoie un énorme signal. Et ça va obliger les autres économies aussi à acheter du Bitcoin parce que s'ils renforcent trop le dollar, les autres monnaies versus le dollar vont avoir une énorme faiblesse, vont potentiellement chuter fortement versus le dollar. Donc il y a aussi ce jeu de s'ils le font, d'autres économies seront obligées de le faire, pas parce qu'ils ont envie, c'est juste par nécessité. Et donc, ce qui est bien avec les États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas à parler avec les autres boîtes pour leur dire est-ce que j'ai le droit ou pas. Ce serait le cas en Europe. Et typiquement, si les États-Unis le font, l'Europe sera potentiellement obligée de le faire. Donc ça, c'est des grosses questions. Est-ce que ce sera ou pas? Pour moi, je trouve ça trop beau. Est-ce que ça n'a déjà, est-ce que ce terme, enfin pas ce terme, mais ce décret a du sens? Pour moi, oui, il a du sens dans le sens où on sait que le dollar est backé par la dette. Les dettes explosent très fortement. On est obligé d'avoir des réserves de valeur. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas parlé forcément. C'est pour ça aussi que l'or monte extrêmement haut. C'est parce qu'on sait qu'il y a des risques, peut-être pas systémiques, mais des gros risques au niveau de la dette. Et donc, on est obligé de se protéger. Et pour moi, le Bitcoin, donc on se protège avec des actifs déflationnistes qui ne perdent pas leur valeur, qui ne perdent pas leur pouvoir d'achat dans le temps. Et quel actif ne perd pas le pouvoir d'achat dans le temps? C'est le Bitcoin. Parce qu'il n'y a que 21 millions de Bitcoin. Et donc, il n'y en aura pas. C'est mathématique, c'est de l'ingénierie, c'est du code. Il y en aura 21 millions. Et donc, forcément, il y a un intérêt à en posséder pour garder son pouvoir d'achat. Donc, garder le pouvoir d'achat du dollar qui pourrait être détruit à cause de la dette. Donc, c'est ce que le gouvernement a envie de faire. C'est pour moi, je pense que ce sera le prochain sujet de ma newsletter, qui est d'expliquer chaque classe d'actifs, leur intérêt dans l'économie et pourquoi le Bitcoin a aussi un intérêt, que ce soit dans les portefeuilles des gens, et que c'est un intérêt en termes de sûreté, de pouvoir d'achat, parce que personne peut te voler, peut te dérober ton pouvoir d'achat via du Bitcoin. Donc ce sera des sujets que je pense que je traiterai plus en détail sur ma newsletter. Mais pour moi, ça fait sens. Après, est-ce que on passe quand même de, je sais pas si vous vous rappelez, 2021, pas 2021, 2018, ouais, même 2018, des fois même un peu en 2021,
on parlait des cryptos comme de la monnaie pour blanchir, du terrorisme, etc. À 4 ans plus, enfin, allez, 6 ans plus tard, si on part de 2018, à la réserve de valeur américaine. On a complètement flip la narrative. Forcément, le prix aussi a joué, hein. Et la solidité du BTC s'est prouvée dans le temps. Et on arrive sur des discussions où potentiellement, déjà, il y a des pays qui le font, hein. Mais c'est des petits pays qui ont peu d'intérêt sur la scène mondiale. Ce n'est pas du tout le cas forcément si les États-Unis, eux, commencent à le faire aussi. Mais c'est quand même impressionnant, en très peu de temps. En 6 ans, on passe de la monnaie du terrorisme à la réserve currency potentielle des États-Unis, du dollar. Donc voilà, pas mal de questions. Donc là, après, je vais rentrer dans le détail, on va dire des charts, un peu pour planter la narrative qui fait que, à l'heure actuelle, le BTC accélère à la hausse. J'ai une question donc de Léo Rototo. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre aussi à une réaction des pays, par exemple les BRICS, pour ne pas laisser les US prendre trop d'avance dessus? Je ne vois mal la Russie ou la Chine de par ailleurs, ces US qu'on commence à buy le BTC. Totalement, totalement, parce qu'effectivement, je vous dis, hein, c'est les BRICS, donc ont leur monnaie, ils font tout pour avoir une monnaie qui tienne à peu près la route versus le dollar. Donc si le dollar se renforce avec des détentions de BTC, ça obligera les autres économies à le faire aussi. Après, le dollar reste aussi pour le terrorisme, pas que le BTC. Ah non, mais de toute façon, la monnaie la plus utilisée pour le terrorisme, c'est le dollar, c'est pas le BTC. Et la réalité, c'est que le BTC est totalement traçable, ce que n'est pas le cas pour de l'or, du cash, du dollar en cash, hein. Donc, de toute façon, on va dire, ça s'est un peu poussé beaucoup par la BCE, l'argent du terrorisme, mais je veux dire, c'est très européen. On fuit l'innovation, on lui tape dessus, et une fois que les États-Unis l'auront embrassé, la BCE va changer de discours et ils vont se mettre, peut-être pas la BCE à acheter, mais en tout cas changer clairement de discours. Donc voilà un peu pour ces questions-là. Ça ferait la plus grosse bulle de l'histoire. Effectivement, on aura en termes de. Après, je pourrais parler un peu de la target de prix que j'ai sur ce cycle-là, sur les cryptos. Mais effectivement, si on a tous les pays qui décident d'acheter tous les jours du BTC et que le marché financier l'apprenne, on peut imaginer que le prix peut monter extrêmement vite. Après, c'est absolument pas ce que je joue dans les prochains mois sur ce cycle-là, en tout cas. Pour moi, c'est plus tard, mais si d'un coup, je veux dire, Trump a toutes les cartes en main, hein. Il contrôle la présidentielle et il contrôle le Sénat. Le Sénat, je sais plus quelle entité, je sais plus. Enfin, il y a deux grosses entités. Donc, il a toutes les cartes en main pour pouvoir passer à peu près les lois qu'il souhaite. Donc, à voir s'il fait que s'il se tient à ce qu'il a dit sur la reserve currency, ce serait sacrément, comment dire, je ne vais pas dire inopiné, mais en tout cas, moi, je n'y attendrai pas à avoir une aussi accélération de l'adoption du BTC. Mais s'il le fait, je vais dire, je vais pas me plaindre, hein, forcément. Vous imaginez bien que j'ai du BTC. On va pas se plaindre. Si les États achètent des BTC pour leur demande, si les États achètent des BTC pour leur réserve de valeur, est-ce qu'ils lutteront pour que le BTC garde une certaine stabilité, du moins limiter les grosses chutes? Plus tu augmentes souvent plus un actif devient liquide et massif, plus sa volatilité souvent est réduite. Ce qui n'est pas forcément le cas, hein. On peut avoir dans des moments où on peut avoir une bulle totale qui fait que ça engendre forcément des gros pullbacks. En soi, s'il y a tous les acteurs du monde qui se mettent à acheter du BTC, c'est plus difficile de se taper du moins 70%. Mais de là à dire que le BTC aura une volatilité qui ressemblera à l'or, non, pas du tout. Je pense qu'on est encore très très loin de ce truc-là. Mais effectivement, plus quelque chose souvent te gagne en termes de market cap, plus sa volatilité est plus faible. Après, on a vu quand même qu'on a il y a 4 trillions maintenant, qui est la première market cap au monde, elle peut se taper du moins 15, moins 20 le lendemain, tu vois. Donc ça dépend aussi de la liquidité de l'actif, et pour le coup, le BTC est quand même assez liquide. Mais en soi, est-ce que c'est vraiment le fait que le BTC quand il a passé on va dire c'est quand même assez volatile, mais on peut imaginer que plus d'acteurs souhaitent posséder du BTC, plus il y aura de la demande, donc plus le prix aura du mal à chuter fortement, en tout cas aussi rapidement. Donc oui, c'est complètement envisageable. Quelles sont tes convictions en projet crypto? Donc ça, je pourrais en parler peut-être un peu après. Je finis en tout cas pour ceux qui vont écouter le live potentiellement sur YouTube après. On va sauter directement dans l'analyse des différentes chartes et je reviens sur ces questions-là directement. Ce sera plus simple. Du coup, BTC. Donc BTC, je pense qu'on va faire quoi? On va faire plutôt les totaux. Donc le total 1, total 2, total 3. Donc on le voit, hein,
sur les actifs, de toute façon, oh, ça c'est les traits. On a un range quand même assez, donc ça c'est le total, hein, donc toutes les cryptos. On a eu un range vraiment en bull flag, c'est un peu le range baissier après une grosse tendance haussière qui est rompu à la hausse grâce au catalyseur. Donc on peut imaginer que dans les prochaines semaines, on se mette à faire des ATH sur les cryptos totales. À l'heure actuelle, c'est pas encore le cas. Mais l'accélération fait qu'on devrait justement pouvoir enchaîner. Mais ce que je pense qui était surtout intéressant, c'est le total 2, donc sans le BTC. Typiquement, on avait une énorme zone qui était ici. On avait du mal à casser. Hop. Tac. Je crois que c'était le total 2 ou le total 3. Total 3. On avait une grosse zone sur le total 3 qui était, bon là, forcément la zone de POC s'est changée. Je ne peux pas la remettre. Fixed range. Donc voilà, on avait le POC de volume de toute la baisse qui était situé à ce niveau-là, qui empêchait complètement le marché depuis maintenant pas mal de mois à passer au-dessus des 650. Et là, à l'heure actuelle, on a une accélération à travers ce niveau-là. Donc je peux imaginer justement qu'on continue, potentiellement qu'on reteste ce niveau-là, qui sera potentiellement à racheter. Mais on a quand même des bons signes au niveau des altcoins qui reprennent un peu de couleur. C'est aussi parce que la dominance chute un peu aujourd'hui. Pareil, ça j'en reparlerai après. Mais on va dire que on commence à avoir un alignement des planètes, si je puis dire, sur les différents market cap, qui montre que justement on a un relan de spéculation et un relan de la tendance haussière. Donc on en a eu parfois, à chaque fois c'était de courte durée. Est-ce que celle-ci c'est la bonne? En tout cas, on a toutes les cartes en main. Il y a tout est ouvert pour accélérer à la hausse. Maintenant, il faut le faire. Mais j'aime beaucoup ce que je vois sur les différents graphiques. Il faut juste tenir les clôtures et continuer d'accélérer. Donc là encore aujourd'hui, on fait une très très belle journée, notamment sur les. Mais pour revenir au BTC, all-time high. Maintenant, la question c'est les extensions. Jusqu'à où le BTC pouvait monter. Donc moi, je l'ai toujours dit. Pour moi, la grosse zone de target, forcément à peu près maximum 2 fois au-dessus des anciens ATH qui avaient été faits. Donc on avait fait les anciens ATH à 64. Donc pour moi, le max que je vais attendre ce cycle-là, c'est 120K le BTC. Mais il y aura un gros TP qui sera fait autour des 95-110 000, en espérant qu'on y aille, avant que potentiellement on a un cycle baissier dessus. Mais plus qu'un terme de prix, je m'attends plutôt à des métriques de FOMO. Typiquement, ce que j'aime beaucoup regarder, c'est Coinbase, est-ce qu'elle est dans le top 5 des applications utilisées sur l'Apple Store? Toutes confondues, même pas juste finance. C'est des choses qui montrent réellement on a un FOMO de la part de retail sur les actifs. Je veux dire, si on passe les 100 000, sur TF1, sur M6, vous serez les premiers à voir, le BTC fait 100 000, d'un coup votre famille va dire « Ah, le BTC fait 100 000, là t'en avais pas, etc. » Je veux dire, c'est là où le retail, le vrai retail va rentrer sur le marché. Et c'est là, souvent, il faut retirer au moins pas mal de billes du jeu. Donc, plus que des zones de prix, je regarde effectivement surtout la spéculation. Donc, les taux, forcément, les taux d'emprunt, les funding rates et justement les métriques autour de la spéculation, autour des applications de crypto. Je veux dire, le fil d'actualité de quelqu'un de random, d'un coup, tout le monde parle de crypto. Vous savez que souvent, c'est maintenant qu'il faut sortir. Est-ce que c'est le cas à l'heure actuelle? C'est pas encore le cas. Donc, j'ai pas à me précipiter sur la sortie. On a eu quand même pas mal, on a quand même eu une spéculation qui a été complètement écrasée ces 6 derniers mois, et en plus avec les altcoins qui ont tous tendu une courbe versus BTC qui tend à zéro, fait que la spéculation a complètement été écrasée. Maintenant, ça peut revenir très vite. Mais voilà, c'est un peu en tout cas l'image que j'ai. Un BTC entre 120 et 100 pour la finale target, on va dire, de ce cycle-là. Maintenant, je veux dire, tout est possible. Si effectivement demain les États-Unis réellement achètent du BTC, on pourrait rentrer dans un autre paradigme. Mais après, comme je vous dis, on peut avoir justement le BTC justement qui rentre dans ce nouveau paradigme et pour autant avoir un pullback derrière quand même. Mais c'est juste qu'il faudra se dire que maintenant que le paradigme BTC réserve de valeur, déjà vous serez peut-être potentiellement moins bloqué à faire du DCA bloqué. Psychologiquement, vous serez peut-être plus ouvert à faire du DCA sur cette valeur-là parce que le gouvernement américain se met à l'acheter. Donc vous aurez moins de reproches de l'acheter à moins 50% si on a un pullback plus tard. Et on en aura. On en aura comme tout cycle. Je veux dire, les marchés financiers, encore plus les cryptos, sont très forts pour faire des cycles très rapides.
très court et très violent en plus derrière son pullback. Donc, faut pas vous dire que c'est le dernier moment à acheter le BTC à 76 000 avant le 1 million. On m'a déjà demandé, est-ce que tu penses que le BTC ira à 1 million, machin et tout? Oui, pour moi, c'est complètement viable. Mais c'est pas viable dans les 5 prochaines années. Je veux dire, toute action, enfin, même, même l'or peut arriver, la barre d'or, bon, la barre d'or à 1 million, ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais tous les actifs qui sont cotés versus le dollar, au fil du temps, le dollar perd de la valeur. Donc c'est normal que le prix des actifs monte. La baguette de pain, on la paiera pas tout le temps 1 euro. Enfin, il y a un moment, on va la payer 2, 3, 4 euros, on finira par payer 5 euros la baguette. Peut-être on aura une nouvelle monnaie à ce moment-là. Mais oui, la baguette de pain arrivera à 10 euros à un moment, si on reste en euros. Comme le BTC arrivera à 1 million dans quelques années. La question, c'est effectivement, c'est dans 10 ans ou dans 50 ans. Je pense pas que ce sera dans 50 ans non plus. Mais le BTC, pour moi, arrivera à 1 million, mais ça mettra énormément de temps. Je ne pense clairement pas que ce soit ce cycle-là, ni le prochain cycle. Ça mettra, voire entre 76 et 1 million, c'est un x10. Si on estime que le BTC peut grossir historiquement autour de 20% par an, ça peut mettre 15-20 ans avant d'arriver sur ce genre de valeur proche des 7 chiffres. Oui, oui, quand je dis l'or à 1 million, oui, c'est l'or, on va dire que c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, je pense que c'est pas L'Oréal. L'or, effectivement, on en est un peu plus loin. Mais je pense que de toute façon, si l'or arrive à 1 million en dollars, je pense que le dollar n'existe plus. C'est une autre monnaie. Comme je vous dis, c'est pour ça que potentiellement le BTC n'arrivera jamais à 1 million, parce qu'on aura une autre monnaie à ce moment-là, et qui ne sera pas le Bitcoin. Le Bitcoin, comme je vous dis, ce n'est pas une monnaie d'échange, comme l'or n'est pas une monnaie d'échange. Ça ne l'est plus, ça ne le sera jamais, parce que ça n'a pas de sens. On ne peut pas créer une monnaie, on ne peut pas avoir une monnaie déflationniste dans une économie capitaliste. Ça n'a pas de sens. Comme je vous dis, l'intérêt de le dollar, c'est que pour stimuler la croissance, on peut emprunter énormément, on peut dévaluer la monnaie parce qu'elle est inflationniste, la monnaie. Si tu prends une monnaie de référence comme le BTC, elle n'est pas inflationniste, elle est déflationniste, donc ça casse complètement la croissance. Donc il n'y a aucun intérêt de plus tard de payer en Bitcoin et que le gouvernement américain choisisse le Bitcoin comme monnaie nationale. Ça n'arrivera jamais. Et c'est normal, c'est absolument pas bullish que le BTC devienne la monnaie nationale. Hein. Ça détruirait la croissance, ça détruirait l'inflation. La croissance elle se nourrit de l'inflation. S'il n'y a plus d'inflation, la croissance sera immensément plus dure. Voilà un peu pour cette partie-là. BTC un peu près donne. Donc BTC ATH, faut voir maintenant on est all-time high, il faudra voir est-ce que forcément la cassure se tient. La weekly, la fin de la semaine, la monthly, on en est encore un peu loin en termes de date, mais on veut des clôtures franches, nettes. On n'a pas envie d'avoir des pullbacks de nouveau dans le range. J'ai pas vu les volumes sont extrêmement bons. C'est des volumes de break. Maintenant, il faut dérouler au break et on peut retester, mais on peut pas re-rentrer dedans. ETH, j'ai envie de dire, lui, il nous a fait tourner en bourrique, pour être poli. Et il enchaîne ses deux plus belles journées d'affilée, presque, je vais dire. Donc le TH, c'est assez simple. Hein. Je crois que même il y avait le TH futur qui montrait bien ça. On avait un énorme gap. Alors je vais virer ce qu'il y avait avant. Tac. On avait une complètement rupture de l'ETH sur ces niveaux. On a un énorme gap à ce niveau-là, qui est en train d'être comblé à l'heure actuelle. Mais typiquement, ça montre bien qu'on avait un gros support ici, qu'on a glissé totalement en dessous derrière, on s'est pété la gueule. Maintenant, on rangeait en dessous, on accumulait en dessous, hop, explosion haussière. Maintenant, tout pullback, justement, faudra voir les clôtures daily. Hein. Mais tout pullback sur les niveaux de 2800 doivent être rachetés. Et maintenant, pareil, vous visez potentiellement les ATH derrière. Donc, je vois déjà des gens, je vous le dis, hein, je vous spoil, vous aurez des gens sur Twitter qui vont vous dire ça c'est la cup, ça c'est la handle, et on va à 11 000. Bon, je déteste ce genre de métaphore, mais oui, pour moi, on reste quand même haussier. Qu'est-ce que je vise? Je vise pareil, on va dire x2 au-dessus des ATH, donc peut-être pas x2, mais au moins un 8000 sur ETH. C'est des targets que j'ai en tête. Maintenant, il faut que ça déroule, il faut que ça tienne les clôtures, il faut que ça braque les ATH. On a encore beaucoup de travail. Mais j'aime énormément, et je pense que c'est le cas de vous, du travail qui est accompli à l'heure actuelle. Ça, c'est bon. Et forcément, il y a aussi la question de la dominance. Donc, avant de repasser dans les autres actes, la dominance a fait chier beaucoup de monde.
c'est quelque chose que j'avais échangé depuis longtemps dessus et pour moi, j'étais très bullish sur la dominance et on va dire le marché m'a donné raison. Maintenant, est-ce qu'on arrive au top de la dominance? Je ne suis pas si sûr. Dans le sens où là, le BTC a break son rail, donc il accélère à la hausse. Bon, aujourd'hui, on est assez flat, on est à un 16. Mais pour moi, il doit continuer d'avoir le contrôle sur les flux, hein, donc avec une dominance qui monte, tant qu'il n'arrive pas à peu près au niveau à peu près, on va dire à la fin, milieu fin de son bull run. Typiquement, si vous vous rappelez, si je mets ça, hop, BTCD, j'essaie de faire un peu plus rapide vu qu'on est quand même à déjà 1 heure de live. Mais si vous vous rappelez, je ne vais pas le mettre. Si vous vous rappelez de l'ancien cycle, hein, parce que en vrai, c'est normal hein, que ça marche aussi comme ça, c'est qu'on a eu l'accélération haussière en l'ancien cycle avec une dominance qui est montée très fortement. Et c'est une fois qu'on a commencé à être largement au-dessus des ATH, le moindre pullback a créé justement le sell-off de la dominance. Et donc là, on est encore pour moi dans la zone accélération, hein. Donc pour moi, la dominance, on va encore continuer à monter lentement. Et dès qu'on est à peu près sur des niveaux beaucoup plus hauts qu'on a pu l'être justement avec les anciens ATH, donc on va dire vers la partie finale du bull run, c'est là que le moindre pullback sur le BTC sera complètement acheté au niveau des alts. Avec une dominance qui va dire, on était passé de 28 décembre à mai, hein, donc en quoi 4-5 mois, on avait passé d'une dominance de 70 à une dominance de 40. Enfin, on avait complètement explosé à la baisse la dominance. Et pour moi, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, est-ce que c'est dans les prochains jours? Non. Moi, on doit continuer justement c'est beaucoup plus sain que le BTC garde sa dominance. Potentiellement encore monter à 60, 63, 64 de dominance. Et une fois qu'on aura ce niveau-là, une fois que le BTC arrivera autour des 90, pour moi, on aura un gros sell-off de la dominance. Un pullback de BTC sera complètement racheté. C'est là on va rentrer dans la partie débile où le retail va potentiellement rentrer avec des altcoins qui vont faire 20-30% sur la semaine, le Dogecoin ou je ne sais quelle connerie. C'est un peu ça que j'ai en tête à l'heure actuelle. Mais pour autant, là, on a break la TH, on a quand même le TH justement qui, lui, en profite énormément, hein. On le voit même par rapport aux autres actes, il reste quand même l'un des meilleurs parce que lui était vraiment relativement très en retard. Je pense notamment au ETH BTC. On a tapé pile poil les 127% d'extension. On arrive sur la grosse zone de volume qui a été traitée à l'époque. Ça, pour moi, c'était une zone de volume qu'on n'a pas envie de passer en dessous. Et on rebondit très fortement. Donc, pour voir si on ne se maintient pas un peu dans la zone, avec la dominance qui continue de monter un peu. Et là, on aura le bouchon de champagne qui pète, justement, dans les prochains mois. C'est un peu ce que j'ai en tête. Mais ça va être clairement funky et ça risque d'être extrêmement rapide, hein, parce que, on va pas se mentir, une fois que la spéculation est énormément, en quelques semaines, mois, c'est là où vous allez faire tout votre gros PNL et il ne faudra pas hésiter à sortir une bonne partie de ce PNL-là. Un autre crypto, Solana, pareil, on a beau critiquer le truc, la réalité c'est qu'en tout cas, graphiquement c'est extrêmement propre. Je veux dire, on a traité de la zone, on avait une grosse zone de support. Hop. On avait une grosse zone de support ici qui s'est maintenue, hein. On a maintenant réussi à maintenir le prix à 121. Derrière, on en a une autre forcément de résistance à ces niveaux-là. Donc là, on va commencer à la tester. On pouvait tracer, on avait un peu une... Hop. En daily, on était un peu sur une structure justement en triangle, hein, avec justement le prix qui accélère et qui a cassé. Potentiellement, je me vois quand même avoir des plutôt bons jours devant nous au niveau Solana aussi. C'est clairement une des meilleures avec Ethereum, voire même elle est meilleure que Ethereum à l'heure actuelle. C'est pour ça que l'Ethereum a intérêt à se bouger le cul aussi. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs en ce moment, hein. Ça, après, il y en a d'autres aussi. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien Avax. Avax a pas mal rebondi. À savoir que ce qui est intéressant à regarder, c'est une des cryptos qui a réussi à maintenir son bottom versus le BTC. Donc ça, c'est extrêmement bon. On peut même faire la divergence où le double bottom est potentiellement viable. Donc on se dit que si on arrive à maintenir une dominance qui monte avec un Avax à ce niveau-là, il devrait quand même pas mal rebondir une fois que la dominance baisse. Donc à l'heure actuelle, déjà, il rebondit pas mal. On fait que 1,5 aujourd'hui, mais hier, je crois qu'il a quand même pas mal rebondi.
Donc il faut clairement qu'ils tiennent cette zone-là, parce qu'après c'est de l'ATL, hein. C'est une price discovery baissier. C'est souvent les projets qui sont amenés à, déjà que moi typiquement je vais pas acheter, et qui sont pour moi plus viables à acheter parce que le marché a décidé de les abandonner, hein. C'est pas que ce soit les meilleurs tech ou autres. Donc en disant ça, effectivement, je pense à Atom. Atom qui était dans la même configuration que Avax, dans le sens où il arrivait à maintenir les supports de la dominance, et maintenant on a fait que grind down en dessous. Ça, c'est forcément des actifs que moi j'ai pas envie d'avoir en portefeuille, parce que en fait effectivement c'est eux qui peuvent potentiellement offrir le meilleur rendement, parce que dès que ça va rebondir, bah forcément un actif qui a perdu énormément, quand il rebondit, hop, d'un coup il fait du x3. Mais il peut aussi continuer son grind down, à continuer sa lente agonie, et donc j'ai pas envie de miser là-dessus. J'ai pas envie de miser sur l'un sur l'autre, alors je n'y touche pas. À savoir que normalement la dominance chute pas mal. Faut voir que Atom, ça reste quand même très faible ces derniers jours, alors que le marché est quand même passé en euphorie. Donc c'est pas le meilleur signe. Maintenant, une fois quand la dominance baisse, souvent tout peut partir en sucette. Donc il pourrait clairement en profiter quand même. Je pense aussi à ENS. ENS, c'est un actif que moi j'aimais pas mal. On me demandait un peu les projets que je suivais, en faisait partie. Et quand juste parce que j'ai envie de jouer la thématique ETH. Et ENS est un membre, déjà, il a à peu près le même nom, hein, que la charte me plaisait, dans le sens où on a fait une énorme accumulation, on est revenu sur les niveaux, on maintient le prix dessus. Et donc, effectivement, je voulais être exposé à ETH, donc ça, j'ai mes ETH, et parce que je vais être exposé à ETH, parce que pour moi, ETH arrivera dans les prochains mois à surperformer le BTC. Parce qu'à la fin, en fait, la seule conviction, déjà, c'est de stacker le plus de dollars possible. Donc, j'ai investi dans les cryptos pour gagner en dollars. Enfin, j'ai investi en BTC. Maintenant, j'ai envie de gagner encore plus de BTC. Donc, je choisis un actif qui va potentiellement surperformer le BTC. Donc, j'ai choisi ETH. Donc, pour l'instant, ça ne marche pas extrêmement bien. Mais c'est pour ça que j'ai pas vendu tous mes BTC pour l'ETH. Ce sera potentiellement fait un peu plus tard, une fois qu'on sera sûr que la dominance est arrivée sous le top. Et ENS, j'ai acheté au lieu de l'ETH, de l'ENS, en plus de l'ETH, de l'ENS, parce que si l'ETH fonctionne extrêmement bien, l'ENS arrivera à fonctionner extrêmement bien aussi. Il y a ENS, Arbitrum était aussi un peu dans la même trempe, mais on le voit sur la charte, hein. C'était absolument pas la même conviction haussière en termes d'achat-vente. Je veux dire, la charte n'a rien à voir entre Arbitrum qui a fait des ATL et ENS qui maintient une zone de prix au-dessus de l'accumulation. C'est pas la même chose. Donc pour moi, le marché a décidé que ENS avait potentiellement sa part justement dans cette narrative ETH. Donc je suis resté dessus, tout simplement. Optimisme plutôt qu'Arbitrum, comment ça? Enfin, il y a une autre crypto, c'est aussi un autre truc, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, c'est ça qui a OP. Un truc, mais typiquement, si vous cherchez du fondamental, savoir quel est le meilleur projet que ça ou ça ou autre, c'est clairement pas le moment, c'est clairement pas, je suis pas le gars qu'il faut écouter, parce que je n'y connais absolument rien en fondamental sur les cryptos. Je suis beaucoup plus fondamental sur la partie traditionnelle, hein, donc les actions, etc. Donc effectivement, optimisme, en tout cas pour l'instant, est un peu la même configuration que NS, qui est que justement, on voit l'énorme POC de volume all-time high, elle maintient cette zone de prix. Donc ça peut être clairement aussi un bon place par rapport justement dans l'écosystème ETH. Ça peut être quelque chose qui, en tout cas, le marché a décidé de... En fait, tu sais que si tu commences à clôturer des weekly en dessous, que ça pue. Donc en dessous de 1,3, tu sais que ça pue. Maintenant, on a tenu les clôtures au-dessus. Donc potentiellement, maintenant que ça va être un peu le rush des actes, potentiellement Optimisme va pouvoir en profiter. C'est totalement possible. Pour l'instant, j'ai pas envie de m'exposer dessus. Je reste, on va dire, dans mes petits altcoins que je connais, mais c'est un peu près tout. Voilà, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Enfin, il y a peut-être d'autres trucs, mais bon, on va quand même s'arrêter un moment. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Je bois un coup d'eau parce que j'ai un peu enchaîné. Pas de questions, vous avez absolument compris. Parfait dans ces cas-là. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, j'ai coupé la partie YouTube. Donc pour ceux qui écoutent sur YouTube, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à venir directement en live. Vous avez tous les liens dans les descriptions.
Donc je coupe la partie YouTube et on va se rester un peu à ce Discord si vous avez des questions un peu off. J'ai aucun souci là-dessus. Donc merci YouTube. Tchuss.